Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 22 heures dont voici les principaux titres. Au sommaire de l'actualité nationale, lancement de la première cartographie pour les investisseurs. Toujours en nouvelle du pays, une délégation française de la région PACA en mission à Djibouti. Et en actualité internationale, Madagascar a demandé une aide financière aux pays riches. C'est tout donc pour les titres sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de l'économie et des finances en charge de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douali, la secrétaire d'État aux investissements et au développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, avec le support du PNUD, a lancé la première cartographie d'investisseurs objectifs et du développement durable de Djibouti. La plateforme d'investissement ODD développée en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances en charge de l'industrie, le Centre international d'Istanbul pour le développement du secteur privé du PNUD et le PNUD Djibouti a fourni des données, des informations et des idées sur les opportunités d'investissement ayant le potentiel de contribuer au développement durable. La carte d'investisseur ODD de Djibouti peut être utilisée par les investisseurs privés pour explorer les 21 thèmes d'investissement identifiés dans 8 secteurs qui n'ont seulement un potentiel important pour faire avancer les objectifs du développement durable, mais aussi dans lequel les politiques du gouvernement et les besoins de développement nationaux se concentrent. Situé dans la position géographiquement stratégique de la région de la Corne de l'Afrique, Djibouti offre des thèmes d'investissement qui contribuent à la connectivité régionale, à l'intégration économique, à la résilience au choc climatique, à l'accès au financement et à l'amélioration des chaînes de valeur, en particulier dans l'alimentation et l'agriculture. Si les thèmes d'investissement identifiés favorisent la prospérité intérieure, ils contribuent également à l'intégration économique régionale et au commerce intra-régional par le biais des chaînes de valeur transfrontalières inclusives entre les pays voisins pour la paix et la stabilité de la région. À présent, je vous propose d'écouter le discours de la secrétaire d'État chargée des investissements. Cette plateforme va servir d'un outil essentiel pour booster les investissements privés et atteindre par la même occasion les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, au cours de ces dernières années, la République de Djibouti s'est engagée dans un vaste programme d'amélioration constante de son environnement des affaires avec pour ultime objectif de créer un cadre propice à l'investissement. Cet engagement a valu à la République de Djibouti de se faire hisser parmi les 10 économies les plus réformatrices du monde et de devenir la destination privilégiée des investissements sur la Corne de l'Afrique. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, face à la conjoncture de l'économie mondiale et la baisse des investissements directs étrangers, le défi majeur reste la promotion des secteurs à forte potentialité économique afin d'apporter une cohérence programmatique et en mettant l'accent sur les domaines prioritaires. Une étape franchie à l'aide du socle partenarial qui a été mis en place par les départements sectoriels, élargi aux différents partenaires et acteurs actifs de notre pays. La vision du président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, porte sur la dynamisation de la création d'emplois et de richesses en s'appuyant sur les forces de l'économie par l'attraction de l'augmentation des investissements locaux et étrangers. Il s'agit donc de promouvoir, de faciliter et de protéger les investissements en République de Djibouti afin de les rendre plus inclusives et pérennes face aux chocs exogènes. Mesdames et messieurs, le lancement de cette plateforme complète et renforce les actions qui sont menées par mon département, le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. On a pour principaux objectifs de promouvoir les investissements, d'améliorer le climat des affaires et de développer le secteur privé dans notre pays.
Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussaïd Dawali, qui a lui aussi donc participé au lancement de la première cartographie d'investisseurs des objectifs de développement durable, s'est exprimé et voici ses propos. Les hésitations aujourd'hui seront levées parce que nous voyons 21 secteurs d'opportunités pour des investissements rentables. Vous verrez dans le document les différents détails sur les taux de rendement pour les spécialistes qui comprennent, ou le taux de retour d'investissement. Nous estimons donc que Djibouti propose de belles opportunités, rentables, diversifiées. Mais Djibouti également propose de servir comme un nœud par rapport à une chaîne de valeur dans la région. Cette chaîne de valeur, c'est le destin de Djibouti à créer les opportunités autour de ces secteurs sur le plan non seulement national, mais également sur le plan régional et international. C'est vrai, le marché de Djibouti est petit. C'est pour cela que nous essayons de porter notre regard vers une région plus large. Et cette région est peuplée de plus de 180 millions d'habitants, en tout cas pour la corne de l'Afrique. Certains pays semblables à Djibouti, dans le contexte géostratégique, ont également transformé malgré leur taille, malgré la taille de leur population et la taille de leur économie initialement. Je prends l'exemple du Singapour, encore une fois, mais je prends l'exemple également de l'île Maurice et d'autres pays qui ont une similitude à certains égards. Donc, changer de paradigme parce que le contexte nous exige, changer de paradigme parce que notre urgence, c'est de créer des emplois. Quant au Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a parrainé ce lancement, a indiqué que la carte d'investisseurs des objectifs de développement durable de Djibouti peut être utilisée par les investisseurs privés pour explorer les 21 thèmes d'investissement. On l'écoute. Je suis heureux de participer à cette cérémonie qui témoigne des efforts constants entrepris par le gouvernement pour favoriser l'investissement privé. En collaboration avec les partenaires du système des Nations Unies, notamment ceux orientés vers le développement du secteur privé, et les responsables gouvernementaux chargés de promouvoir l'investissement privé, a été établi cet outil nouveau qui facilitera les initiatives privées. J'encourage tous ces secteurs à poursuivre leurs efforts en ce sens. En effet, une cartographie qui a été établie permet mieux d'identifier les secteurs potentiels pour les investissements privés. Nous y voyons 8 secteurs d'engagement avec 22 opportunités d'investissement. L'intégration économique régionale sera également renforcée à travers des secteurs identifiés. Il est important de relever que les nouveaux secteurs ont été identifiés comme le tourisme durable, les technologies numériques, les logements abordables, les écologies et encore les terminaux de pêche, des fermes aquacoles, mais aussi d'autres secteurs tels que la zone économique préférentielle qui est représentée dans notre pays par le lac Assal, qui est très important pour nous, puisque les investissements qui ont eu lieu de l'autre côté en Éthiopie dans les phosphates n'est que le prolongement du secteur de Dalol en Éthiopie vers le lac Assal à Djibouti. Le rôle du secteur privé dans le développement durable pourra devenir ainsi plus important en accord avec les priorités nationales définies dans le plan national 2020-2025 et en 2021-2025 et en harmonie avec les objectifs de développement durable. Aussi, j'encourage tous les investisseurs privés de venir investir dans notre pays et dans les secteurs promoteurs, notamment dans les petites industries.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu une importante délégation de la région province des Alpes de la Côte d'Azur, conduite par M. Christophe, conseiller régional et président de la commission biodiversité, mer et littoral, parcs naturels régionaux de la région sud. La délégation française compte une quinzaine de hauts responsables et d'experts dans différents domaines, notamment environnement, énergie, agriculture, tourisme, culture, jeunesse, enseignement supérieur, recherche, développement et économique, et aussi portuaire. L'ambassadeur de France, Arnaud, et ses collègues de l'ambassade ont pris part à cette rencontre. Ce déplacement de la délégation française s'inscrit en préparation de la visite du président de la région PACA qui se rendra à Djibouti sur invitation du chef de la diplomatie djiboutienne l'année prochaine. Le ministre de la décentralisation, M. Rassim Haroun Ali, a reçu donc hier dimanche, le 14 novembre 2021, une importante visite de la délégation de la région de province des Alpes de la Côte d'Azur, conduite par l'ambassadeur de la France à Djibouti. La délégation menée par Christophe Madrol, conseiller régional, était composée entre autres du Guillaume, directeur de la coopération euro-méditerranéenne, de Rugna Maurice, chargé de mission Djibouti, mais aussi de plus d'une dizaine des professeurs, des chercheurs, d'experts de secteurs d'activité de différents et variés. C'est donc une délégation multisectorielle et multidimensionnelle de la région sud de France qui a rencontré le ministre. L'objectif donc principal de la rencontre étant la promotion de la coopération décentralisée. Le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a remercié la délégation pour leur visite. Il a rappelé le lien séculaire qui existe entre Djibouti et la France en général et la relation entre son département et la région province des Alpes-Côte d'Azur. Le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, a quant à lui reçu ce matin une visite de travail de l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, M. Hussam Eldin Mustafa Reda. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer le lien d'amitié qui existe entre les deux pays, frères et amis. De son côté, le ministre a souhaité la bienvenue aux nouveaux diplomates égyptiens et a réitéré son soutien indéfectible tout au long de son séjour. Pour sa part, le nouveau diplomate égyptien a remercié le ministre de l'Intérieur pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. L'entrevue s'est déroulée en présence des cadres du département du ministère de l'Intérieur. Toujours en nouvelles du pays, ce lundi 15 novembre 2021, la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale a conduit ses traditionnelles auditions de besoins et ressources des départements ministériels. Présidée par le parlementaire Sharmak Moussa Aré et en présence des membres de la commission précités comme des autres commissions permanentes, la réunion était comitante à l'examen du projet de loi des finances rectificatif de l'État pour l'exercice 2021. Après avoir eu des séances de travail avec le ministre du Budget Abdelkarim Bencher, axées sur l'analyse conséquente des comptes publics, l'assise de ce lundi comportait les auditions du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillé, et de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Au terme des échanges, la commission des finances, relevant la nécessité de renforcer l'obligation des redditions des comptes, s'est entendue pour la transmission en séance publique du projet de la LFR 2021 avec un avis favorable et un amendement. Dans le cadre de sa tournée initiée dans les régions de l'intérieur, le ministre de la Femme et de la Famille s'est rendu à Tadjoura le dimanche 14 novembre, accompagné des hauts cadres de son département et des deux parlementaires de la région. Madame la ministre et sa délégation ont été accueillis à leur arrivée par le préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabali Ahmed, et le vice-président du conseil régional de Tadjoura, M. Abdou Omar. Ce fut l'occasion pour Madame la ministre de visiter SOS Village d'enfants de Tadjoura où elle a été reçue par les responsables et le staff de cette ONG. Les différentes activités de cette structure leur ont été présentées. Ensuite, la délégation s'est dirigée vers Dougoum où une foule en liesse les attendait après les salutations d'usage. La délégation a visité les différentes infrastructures communautaires, à savoir la boutique artisanale, l'infirmerie, la classe
de l'alphanumérique, garderie et enfin la fromagerie dans laquelle a été faite l'exposition du fromage fabriqué par les femmes de Dougoum, mais aussi la démonstration du processus de fabrication de ce fromage. La ministre a félicité les habitants de Dougoum pour leur sens de l'organisation et leur a aussi assuré que le ministère sera à leur côté en continuant de les appuyer pour la réalisation des activités de développement communautaire. Une réunion de travail a été organisée dans la salle de réunion du conseil régional de Tadjoura avec les associations. Après la présentation des réalisations dans les zones d'intervention du ministère de la Femme et de la Famille dans la région de Tadjoura, la ministre a longuement discuté sur les avancées des activités de son département. Elle a préconisé de continuer sur cette voie, de passer un cap et de s'investir davantage sur le développement communautaire. Le préfet de la région, pour sa part, a exhorté la population à venir vers l'administration qui est là pour la servir. Écoutons cette fois-ci donc la ministre de la Femme et de la Famille lors de cette rencontre. C'est un honneur vraiment et un plaisir pour moi d'être là ce matin à Tadjoura, qui est une ville que je connais très bien, pour laquelle on a déjà fait beaucoup de travail et d'efforts. Je vous présente les salutations de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït, qui vous envoie les salutations et qui encourage encore plus les femmes, et spécialement les femmes de Tadjoura, pour les efforts fournis dans le cadre du développement et de l'autonomisation de la femme djiboutienne. Aujourd'hui, en tant que ministre de la Femme et de la Famille, j'ai souhaité faire cette visite dans la région, surtout pour parler des projets et programmes en cours pour le développement de la femme, la protection de l'enfant et la protection de la famille. Et quel est le travail qui est en cours par rapport au ministère et qu'est-ce qu'on souhaiterait mettre en place. Je ne vais pas faire de longs discours, je préfère écouter la population, je préfère écouter chaque représentant des sous-préfectures ou bien des coopératives ou des associations qui sont présentes ici pour discuter de la question de la femme, des évolutions et surtout de qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour travailler dans l'évolution de l'autonomie de la femme djiboutienne. Et je me permets de féliciter les autorités de la région, surtout pour les efforts fournis dans le cadre du développement de façon globale, mais surtout pour matérialiser la politique du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Et nous, en tant que représentants de la femme, on est là pour pousser encore plus l'évolution et les projets en cours pour la femme. Toujours en actualité nationale, un atelier de lancement officiel du programme de facilitation de commerce au niveau du COMESA, parrainé par le ministre du Commerce, s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. En effet, l'objectif étant d'ouvrir des échanges entre les pays membres du COMESA. Le secrétariat du COMESA et le gouvernement de Djibouti ont signé en juin 2021 un accord de mise en œuvre des activités de gestion coordonnée des frontières ainsi qu'un programme de facilitation du commerce et des transports aux postes frontalières de Guelafi sur la route nationale 1 entre Djibouti et l'Éthiopie. Les activités sous-déléguées s'élèvent à 2,5 millions d'euros financés par l'Union européenne, programme destiné pour améliorer la participation et l'intégration régionale et internationale grâce à la suppression progressive des barrières commerciales à la frontière. Ce projet soutenu par la République de Djibouti fait partie du programme de la facilitation des échanges du PTF du COMESA d'un montant global de 48 millions d'euros financé au titre du 11e Fonds européen pour le développement durable. Et le gouvernement de la République de Djibouti ont signé en juin 2021, c'est-à-dire cette année, un accord qui sous-délègue la mise en œuvre des activités de gestion coordonnée des frontières et du programme de facilitation du commerce et des transports au poste frontalier de Guelafi sur la route nationale 1 entre Djibouti et l'Éthiopie. Les activités sous-déléguées s'élèvent à 2,5 millions d'euros financés par l'Union européenne. Mesdames et messieurs, l'objectif global du projet est d'améliorer la participation progressive de Djibouti au programme d'intégration régionale et internationale grâce à la suppression progressive des barrières commerciales et à la frontière.
Ceci est le témoignage de l'engagement fort de l'Union européenne aux côtés de Djibouti et des pays de la région pour le développement et l'intégration régionale. Pour sa part, le ministre du Commerce, donc, qui a présidé l'ouverture de cet atelier, a précisé que l'objectif était d'ouvrir des échanges entre les pays membres du COMESA. On l'écoute. Immense fierté de procéder à l'ouverture de l'atelier de lancement officiel du programme de facilitation du commerce et du COMESA, financé par l'Union européenne pour soutenir l'intégration régionale et à renforcer la compétitivité de la région. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est certes d'une importance capitale pour notre pays et il est surtout décisif pour la concrétisation de nos objectifs d'intégration régionale à travers la facilitation des échanges. Pour traduire dans les faits la volonté politique sans faille du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, il est impératif de moderniser nos administrations douanières, des transports et portières, acteurs clés dans la facilitation des mouvements des marchandises. En effet, la facilitation des échanges à travers la simplification des procédures administratives au commerce constitue l'une des priorités de la politique commerciale de la République de Djibouti et le gouvernement y accorde une attention particulière. C'est pour répondre aux enjeux de notre époque que notre pays a contribué à la mise en place au sein du COMESA des instruments de facilitation des échanges et ambitionne de faire de son corridor un modèle d'intégration pour la région avec notre principal partenaire économique qui est l'Éthiopie. Le ministère de la Santé a célébré hier la journée mondiale contre le diabète au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à la Bibliothèque nationale. Placée sous le haut patronage du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, la célébration de la journée mondiale contre le diabète a réuni plusieurs hautes personnalités, dont le colonel Waïch Omar Bogorre, commandant de la garde côte-djiboutienne, le colonel Hassan Ahmed Boulale, le directeur des services de santé des armées ainsi que des hauts cadres du département de la santé. Comme chaque année, la célébration de la journée mondiale contre le diabète fut l'occasion de porter un regard rétrospectif sur les avancées et les latences rencontrées dans la prévention et la prise en charge du diabète. Les participants ont par la suite effectué une visite guidée dans le centre de la prise en charge des enfants diabétiques qui est dirigé par Dr Abdelrahman Moulin Douxier. Nous avons créé cette association, l'association pour le soutien aux diabétiques, en février, normalement en juillet 2018. Depuis lors, notre association, elle existe. Et elle est conçue, cette association, juste pour aider les personnes vivant avec le diabète pour deux cas. Soit pour les aider, pour les suivre, les personnes diabétiques qui nient de la maladie. Il y a des personnes qui vivent avec la maladie, qui ont le moyen de se soigner, mais qui nient vraiment le danger de cette maladie. Et il y en a d'autres qui vivent avec le diabète, mais qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça qu'on avait créé cette association avec le soutien d'un endocrinologue qui était à Pelletier et 3 diététiciens. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, a salué les efforts consacrés à la célébration de cette journée mondiale contre le diabète. On l'écoute. Je voudrais avant tout remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de centres antidiabétiques pour les jeunes enfants et en particulier ceux qui ont contribué concrètement, Somajec, ambassade de France, le port de Djibouti, DNP,
l'OMS et l'association Life for Child. Cette initiative est née avec la volonté de notre médecin, Dr Abdelrahman, qui est diabétique, qui est diabétologue, pédiatre, et le ministère de la Santé a tout de suite suivi la volonté de ce médecin parce que nous voulions, dans notre politique, associer toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse avoir l'accès aux soins pour tous. Accéder le soin pour tous, c'est la politique du ministère de la Santé et du gouvernement. L'importance de ce centre nous a été tout de suite montrée par les différents points qui ont été évoqués ici, parce que le diabète est une maladie silencieuse qui demande l'instinct de tous les membres de la société, parce que nous avons constaté que beaucoup de diabétiques, comme ça a été souligné, ignoraient qu'ils étaient diabétiques. Et le fait d'avoir un centre où on peut s'informer, où on peut avoir accès à des soins, où on peut avoir aussi un endroit pour être éduqué, est quelque chose de très important à Djibouti. Tôt dans la journée de ce lundi 15 novembre 2021, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué à bord d'un hélicoptère Dauphin une visite d'inspection inopinée à Médéhou qui relève de la région d'Obok sous le commandement du commandant Ilyas Omar Youssouf, nouveau chef de corps montant. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du colonel Abdullah Abdi Farah, directeur général de la police nationale, du colonel Mohamed Ilmi Abane, chef de la division opération des FAD, et du colonel Wahib Moussa Khalil, le commandant de l'armée de l'air. Puis le SEMGA a salué le piquet d'honneur dressé en son honneur avant de faire un tour d'horizon de la caserne. Ensuite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est entretenu avec les militaires et les chefs de corps pour s'acquérir de la situation sécuritaire de la région et avoir un point de situation actualisé. Cette position est montagneuse et hautement stratégique en raison de sa proximité avec la région de Tadjoura. Durant sa visite, le chef d'état-major général des armées a inspecté le campement où les militaires s'acclimatent et s'endurcissent avec le climat rude. Par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a inspecté le local des transmissions indispensables pour la communication avec le régiment d'origine. Le SEMGA s'est félicité de l'opérationnalité de cette compagnie. En dernier lieu, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est entretenu avec le chef du village de Médéhou, M. Salah Mohamed. Ce dernier lui a assuré des bonnes relations de la population locale avec les militaires et leur implication afin de les soutenir et les aider dans leur quotidien de toujours. M. Salah Mohamed a affirmé que le rapprochement des militaires avec la population civile est un exemple incontestable et ensemble, nous allons apporter notre plus-value dans le développement de notre cher pays, a-t-il dit en substance. Le navire de guerre de la Royal Navy, Marine Royale du Royaume-Uni, HMS donc Kent, est arrivé hier au port de Djibouti, marquant l'ouverture de la nouvelle ambassade britannique à Djibouti.
Le navire de 133 mètres de longueur, donc placé sous le commandement du capitaine frégate Matt et transportant plus de 200 membres de la Royal Navy à son bord, a été accueilli par mademoiselle plutôt donc Jo Mikpel, ambassadrice britannique à Djibouti. Le HMS Kent est une frégate de type 23 qui a été spécialement conçue pour sa polyvalence, ce qui signifie qu'elle peut entreprendre une grande variété d'opérations, notamment des missions de combat, d'aide humanitaire et de formation. La visite du Kent, une première pour un navire de la Royal Navy, visait à renforcer les liens entre Djibouti et le Royaume-Uni et à illustrer l'engagement du Royaume-Uni en faveur de la coopération en matière de défense et d'un ordre international transparent et résilient dans lequel les sociétés et les économies ouvertes continuent de prospérer. Son arrivée a mis en évidence les relations bilatérales de plus en plus étroites entre le Royaume-Uni et Djibouti, tant sur le plan diplomatique que sur celui de la défense. Le capitaine de frégate Matt Skyle, commandant du HMS, a indiqué que cette visite démontre l'importance stratégique du Djibouti. C'est un endroit idéal pour se ravitailler en carburant et en matériel. C'est ce que nous effectuerons pendant notre séjour ici, puis nous reprendrons la mer et continuerons à contrer les opérations de sécurité, a-t-il poursuivi. Ces dernières semaines dans cette partie du monde pour s'obtenir, donc a-t-il dit en substance, les forces maritimes combinées, M. Frégate. Pour sa part, donc, dans une interview qu'elle a accordée à la presse nationale, l'ambassadrice du Royaume-Uni à Djibouti, Jo Mikpel, a déclaré que depuis le mois de mars à Djibouti, elle a joué un rôle fondamental pour la nouvelle ambassade en s'occupant des procédures de l'installation et des relations qu'elle souhaite développer avec le pays. Elle a mentionné qu'ils ont toujours eu une sorte de représentation à Djibouti, mais à distance, et qu'il était très important d'établir une ambassade et une présence permanente. Nous voyons Djibouti comme une position très stratégique, comme un pays qui est paisible et tranquille dans une région qui n'est pas toujours paisible et tranquille, et nous voulons développer nos relations et comprendre comment nous pouvons travailler ensemble plus étroitement, a-t-elle ajouté. Concernant les relations de défense avec Djibouti, l'ambassadrice Mikpel a indiqué que le Royaume-Uni offrirait son assistance dans les domaines spécifiques tels que la formation des militaires, notamment en ce qui concerne les opérations de soutien de la paix et le rôle de la MISOM en Somalie. Dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants et agissant sur des renseignements récoltés, une importante opération d'identification et d'arrestation a été menée par les gendarmes de la brigade de l'escadron de sécurité routière de PK12 dans la soirée du 10 novembre. En effet, c'est avec une dextérité déconcertante que les gendarmes mettant en place une phase de surveillance dans une zone de repos et de restauration des poids lourds situés au PK14, suivant ainsi la piste d'un gros importateur de cannabis. C'est donc au moment opportun que les gendarmes arrivent à arrêter le camionneur transportant la marchandise illicite et le client venu réceptionner le cannabis. La perquisition effectuée dans le camion citerne a permis à la découverte d'un gros sachet contenant 50 tasses de cannabis d'un poids total de 12 kg et de l'argent. La valeur marchande de ces produits illégaux est estimée à 750 000 de nos francs. Les personnes impliquées ont été déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Cette opération réussie démontre une fois encore les efforts investis par la gendarmerie pour éradiquer ce fléau de la drogue sur notre territoire. Et pour clore l'actualité nationale avec un avis de recherche est lancé pour retrouver le jeune Mohamed Youssouf Oukié. Sa maman s'appelle Obah Youssouf. Âgé de 3 ans, le jeune Mohamed, élève de première année de l'école d'annexe 3, située à Balbala Cheikh Ousmane, en uniforme, est sorti de l'école vers midi et depuis sa famille le recherche. Toute personne ayant croisé le chemin de ce jeune homme est priée de contacter les numéros suivants qui s'affichent à l'écran. 77 02 14 21 ou le 77 78 85 95 ou 77 78 62 05 ou le ramener au poste de police le plus proche. Et de là, nous passons à l'actualité internationale, comme je l'ai précisé dès le début de ce journal, lors de la COP26 qui s'est tenue en Écosse, à Glasgow. Ces dernières semaines, le président malgache a demandé une aide financière aux pays riches pour sauver plus d'1 million de personnes dans la famine et mettre fin à la déforestation qui touche gravement Madagascar. Dans la forêt tropicale, dans l'Amazonas et au centre de Madagascar, la biodiversité est menacée par la déforestation et le braconnage.
Chaque année, plusieurs dizaines de milliers d'hectares de forêts sont détruites, entraînant la perte de la biodiversité. Depuis plusieurs années, différents programmes de conservation et de reboisement ont été mis en place pour lutter contre ce phénomène. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.